être vivant dans lequel c'est développé une culture et un langage. Et ce langage accomplit une opération très simple. Ça permet de transmettre à un enfant des milliers d'années de tradition. La deuxième caractéristique de ce thème, c'est que l'homme développe des instruments pour construire des instruments toujours plus sophistiqués. Et c'est comme ça que sont nées les nanotechnologies, qui naissent du désir de réduire toujours plus les instruments. Et le troisième thème qui est resté ouvert et qui n'a toujours pas de réponse, je vous le dis pour que vous puissiez y réfléchir, c'est le cœur. Et une autre chose qui m'a impressionnée, c'est le fait qu'alors que les astrophysiciens ont de la chance, parce qu'ils font toujours référence au Big Bang, il y a un avant et un après. En biologie, on oublie une chose intéressante. Et que la matière vivante est constituée d'amidon acide qui constituent les protéines dont nous sommes faits. Et en laboratoire, il est possible de toucher ces amidons acides grâce à une lumière polarisée qui les dévie. Et quand on va les analyser dans la nature, on découvre qu'ils sont tous ils sont tous similaires. Et ça montre que la nature est un événement unique. Mais ça dérive d'un autre concept, c'est celui de l'origine de l'homme qui est monocentrique. Alors que cette théorie, alors qu'on ne comprend pas à cause de cette théorie pourquoi cet homme n'aurait pas pu naître dans d'autres conditions. Mais les nanotechnologies, en analysant les polymorphismes, qui analysent les différences. Par exemple, on peut analyser les gènes qui font qu'un roux a des cheveux différents de quelqu'un qui a les cheveux noirs. Donc, il a été établi, comme vous voyez dans cette diapo, que l'origine de l'homme est monocentrique, c'est-à-dire qu'elle se développe en Afrique et après se sont dispersés. Ça a été découvert dans un projet commençant en 1990. Il devait durer 15 ans et il devait coûter 250 millions par an, millions de dollars par an. Puis on a vu que le progrès de la technologie a fait progresser cette approche de la recherche. Et du coup, le projet s'est accéléré, s'est terminé en 2001. Et il a fait diminuer également les prix. En effet, maintenant, un génome coûte 1000 $. Et avant, alors qu'on nécessitait de plusieurs mois pour trouver le résultat sur un génome, maintenant on a besoin plus que d'une semaine. Et ça, c'est un timbre américain qui nous introduit au progrès dans le futur. Ça nous montre la maladie des gènes d'une cellule qui n'advient pas en un moment unique, mais qui se passe après l'accumulation
de modification d'une cellule normale. Il y a eu un article de journal aux États-Unis qui disait le mal est à l'intérieur parce que c'est un peu l'autre face de la médaille de la complexité des maladies cellulaires. C'est un événement qui se crée à travers le temps grâce à l'accumulation des différentes modifications cellulaires. Et il faut ajouter que ces changements sont dus aussi au changement de notre style de vie. C'est pour ça qu'on trouve des nouvelles tumeurs. Il y a un autre espace aussi pour la découverte de l'ADN qui est hyper modifiable. Ça, c'est la première génération de technologie qui a eu des coûts de centaines de millions de dollars. Le génome a 1 milliard de bases et donc on met 100 jours à faire un génome. Ça, c'est le schéma de base. Et on est arrivé à trouver la structure complète de familles entières de gènes. Par exemple, on a trouvé des enzymes qui sont fondamentales dans la croissance des gènes. Et cette forme d'enzyme est toujours active dans le cancer. Mais on a tout de suite dû affronter des problèmes. Le premier, c'était qu'une cellule cancérigène, a des dizaines des centaines de caractéristiques, mais dont seulement une dizaine sont importantes pour pouvoir soigner cette maladie. L'autre problème, c'est que dans une même tumeur, dans un même cancer primaire, une cellule peut avoir des caractéristiques génétiques différentes, donc c'est un gros problème. Au niveau du déchiffrage du génome, il y a deux choses qui nous surprenaient. La première, c'est que on avait l'impression que le nombre de gènes n'était pas fondamental. Donc on ne regardait pas vraiment le nombre de gènes. La deuxième chose, c'est que le 70% de l'ADN semble ne pas être codifié. Et donc, on a pensé que ce n'était pas la structure de l'ADN qui faisait la différence, mais c'était le software, c'est-à-dire la façon dont sont contrôlés ces gènes dans leur expression. Donc, s'ils sont éteints ou pas. Et c'est là que se sont introduits les microtechnologiques. On les a introduits dans le génome afin de comprendre quels étaient les gènes qui étaient actifs et lesquels étaient éteints, pour voir si les différences étaient plus significatives de ce que n'étaient les modifications de la cellule. Et un scientifique, quand il avait trouvé ces résultats, il a dit oui, mais l'homme est quelque chose de plus que la somme de ses gènes. Une des choses que nous avons fait il y a 10 ans, c'était introduire des molécules colorées. Donc,
on introduisait ces molécules colorées dans le RNA qui permet à l'ADN de se développer, sur lequel nous avons mis des petits, la couleur verte si c'était la cellule cancérigène et rouge si elle dérivait de la cellule normale. On les a fait s'entrecroiser et se relier à des petits spots qui sont comme des gènes qu'on allait interroger pour comprendre s'ils étaient exprimés dans la tumeur au moins ou pas. Mais ce qui est important, c'est qu'à la fin, on a un plan qui nous fait voir si ce bout de gène s'est exprimé ou pas. Donc le vert est grand s'il y a plus de vert, ça veut dire que le cancer est en train de se développer. Si c'est le plus de rouge, ça veut dire que c'est une cellule normale. Maintenant, on a des grandes machines qui font ça. C'est comme un jukebox où on met le CD et après les informations se font toutes seules. Mais vous savez que le passage de la connaissance, faut que l'information devienne connaissance et que la connaissance devienne culture. Et donc l'information en soi n'est pas grand-chose. Ça, c'est le résultat d'une centaine de tumeurs interrogées dont on a interrogé 5000 gènes. Et ça, on peut le faire grâce aux nanotechnologies qui sont en train de se développer. Mais je n'ai pas fini l'histoire. Le 97% de l'ADN dont on pensait qu'il ne servait à rien, grâce aux nanotechnologies, on a découvert qu'elles servaient à grand-chose. Parce qu'on a découvert le micro-RNA. Ces espèces ont un rôle fondamental parce qu'elles ne fabriquent pas de protéines, mais elles construisent ces réseaux d'interaction entre les gènes qui font comprendre que la complexité n'est pas dans le nombre de gènes présents, mais dans leur interaction. Voilà un schéma qui nous montre, bon, vous le voyez peut-être pas, mais croyez-moi, ça nous fait montrer qu'un même RNA contrôle des gènes différents. Certains font croître le cancer et d'autres ne font rien. Et on a trouvé aussi des structures qui se répètent, qui semblent servir d'éponge pour enlever, qui font diluer cette cellule RNA. Donc maintenant, il faut imaginer que les gènes font partie de des parcours que l'on pourrait représenter comme un plan de métro avec différentes étapes. Aïe, ma technologie est très limitée. Par exemple, si cette station est arrêtée pour travaux, je ne peux pas continuer ni par là ni par là. Et les gènes, alors au contraire, si ce gène vient exalter dans sa fonction, pousser dans sa fonction, tous les autres gènes seront poussés aussi. Ça, c'est le niveau plus simple. Pour expliquer le développement de la biotechnologie. Bon, alors ça, c'est dans le passé. On a vu que c'était fait sur base technologique. On regarde, on aperçoit la tumeur. À partir de cette diagnostic, on a développé une diagnostic plus performante. Bon, grâce à ces technologies, on est capable de faire
de faire le modèle du développement d'une molécule pour une tumeur spécifique. Donc je vais vous faire des exemples rapides. Ce que je... Donc on découvre grâce à la microtechnologie qu'on peut, diviser le gène en différents sous-groupes. Différents groupes qui nous montrent que il y a différentes façons d'arriver au cancer, au développement d'un cancer. Et ça c'est très intéressant parce que ça nous a permis de montrer que un certain type de cancer se développait que chez certaines femmes, par exemple, qui prédisposaient d'un même gène que des femmes chez qui il ne se développait pas. Et on est capable de savoir si la tumeur ira coloniser une partie de l'organisme. La connaissance moléculaire nous a permis de développer également des médicaments non plus basés sur la tumeur cellulaire, mais qui vont toucher le mécanisme qui donne lieu, qui génère la tumeur. Et ça a changé l'idée sur des paradigmes qui nous semblaient intouchables, parce qu'on a découvert que certaines tumeurs qui partagent le même paradigme peuvent être soignées grâce aux mêmes médicaments. L'autre concept qu'on a découvert, c'est que une tumeur peut être soignée grâce à différentes thérapies. Et la dernière frontière que nous avons découvert grâce aux technologies, c'est la protéine, qui est très difficile à étudier et qui nous montre que la structure d'une tumeur peut être très différente. Et donc, on est en train de progresser dans cette voie qui va nous permettre de modifier l'oncologie. Et puis, il y a la structure des 4 P. La nouvelle médecine doit être prédictive, prévoyante. Elle doit prédire, elle doit prévenir. Elle doit être personnalisée au niveau de la thérapie et elle doit être participatoire avec la médecine. Elle doit participer avec la médecine. Et c'est une théorie qui a été découverte, énoncée par Leroy Wood. Et donc, ceci nous apporte à la technologie des systèmes, et les nanotechnologies seront essentielles pour ceci également. Et ça nous montre ce que disait un philosophe 4 siècles avant Jésus-Christ. Il disait l'homme comme un microcosmos. L'homme est un microcosmos. Et donc, si on regarde d'ailleurs les structures, si on compare l'ADN à la galaxie, on s'aperçoit que l'homme est pile au milieu. Les mesures de l'homme sont pile au milieu. Merci Marco. Tu as été très clair. J'invite tout de suite Marco Ferrari à faire sa présentation.
Alors, il est très difficile de parler avec un témoignage comme celle de Marco, surtout pour ceux qui, comme moi, après 26 ans passés aux États-Unis, est arrivé à parler mal en italien. Donc, soyez patiente. Je vous demande pardon. Moi, je voudrais recommencer de la question faite par Marco et son invitation à parler pas seulement des aspects scientifiques de la nanotechnologie et nanomédecine, mais aussi des aspects personnels, aussi parler du cœur. On ne peut pas parler du cœur si on ne parle pas de soi-même. Et alors, j'ai fait une chose que jamais j'aurais pensé de faire, mais inspirée par le fait qu'on est ici. On nous a dit, et moi c'est la première fois que je viens là, ils m'ont dit que c'est une rencontre d'amis qui ont en commune la foi, qui nous unit. Et alors, voilà, je me suis lâchée avec tension. Je vous raconte. Je vous raconte des choses qui ont à voir avec nos parcours. Alors, ceci c'est une récapitulation de mes travaux qui vont terminer dans quelques jours, enfin, mes charges. Ils m'ont... il y a eu une évolution dans ma carrière, en fait, dans mon parcours. Et en parlant des parcours, je vais parler aussi de cela. L'évolution est ici dans cette nouvelle institution de laquelle je vais devenir le président administrateur délégué. On va espérer. C'est la première fois que je vais passer de l'autre côté. En fait, je vais changer. Je vais commencer à travailler dans cet institut de recherche. Il y a plusieurs chercheurs. Et c'est un institut indépendant qui fait partie du principal hôpital des États-Unis à Houston, où je vis depuis 5 ans. Avant, j'étais au Texas, Indiana. Mais même en restant en Indiana, je viens vivre ici maintenant. Alors, Maria-Louisa, dans cette photo, elle a 21 ans. Nous nous sommes rencontrés peu de mois avant. Et peu de mois après, on est dans une plage pour célébrer nos voyages de noces. J'avais 24 ans, donc c'était il y a longtemps. Et je voudrais parler de son histoire. Nous nous sommes mariés, et là je vais avouer une chose que j'ai jamais dit à personne. Nous nous sommes échappés de la maison. Ne le dis pas à personne, surtout pas à mes enfants. C'est une des choses qu'en jeunesse on fait, et après en y pensant on dit comment on peut faire des choses comme ça. Ah, c'est un moment de comicité. Et alors, à cette période-là, je venais d'une famille où personne était allé à l'université. Donc l'idée de continuer à étudier, c'était une chose un peu dangereuse en fait. Je vais gagner une bourse pour aller étudier en Californie, où à l'époque il y avait 17 prix Nobel. Et je venais de rencontrer Marie-Louisa. Donc l'idée de partir et d'aller laisser ici, ça me semblait pas juste. Alors on a anticipé les choses et on s'est mariés. Et on est allé en Californie où j'ai commencé à écrire ma thèse et je suis restée 15 ans, pas tous les 15 ans pour écrire ma thèse. Et je suis devenue professeure ordinaire. Moi j'ai étudié mathématiques à l'époque et à Berkeley après j'ai fait un doctorat comme ingénieur. Et là c'est un jour, les jours où j'ai eu ma licence de doctorat. Si mes étudiants voient ça, maintenant, ils me chassent. Et là, si, la robe de Marie-Louise,
Elle n'achetait jamais rien et c'est Peppa elle-même, toutes ses robes très créatives. Et après arrivent les petits, Giacomo, et les jumelles Diana et Federica. Je me suis coupé les cheveux là pour ne pas les épouvanter. Pour ne pas leur faire penser qu'on est tous des chimpanzés, même si quelqu'un lui ressemble. Alors les jumelles sont arrivées et Maria Luisa, elle faisait un recueil de photos et elle mettait des notes à côté. Cette photo, ça s'appelle Mes fleurs. Mes fleurs, c'est Giacomo. Alquinica, je sais pas laquelle est qui. Et l'essence de l'humorisme de Maria Luisa pour cette photo dit en changeant les ordres des éléments, les résultats ne changent pas. Ici, Maria Luisa, elle est maigrie. Elle passait beaucoup de temps déjà. Et à partir de ce moment-là, on va découvrir de plus en plus qu'elle est malade d'une maladie irréversible, d'un cancer. C'est la dernière photo de Maria Luisa. Depuis qu'on a découvert sa maladie jusqu'à sa mort, peu de mois sont passés. Avant qu'elle ait découvert le mal, elle était chargée de morphine. Là, c'était l'anniversaire des jumelles et peu de jours après, elle est morte. Elle est morte parmi des douleurs incroyables, même si on était dans un lieu où la médecine était très développée. Et sur la base de l'expérience de sa mort, on a créé après une association en son nom. Celle-ci est l'image de Marie-Louisa qui me fait du bien en souvenir. Une image qui a apparu sur les journaux après sa mort. Mais cette lumière et cette beauté, je crois qu'elle ne peut pas être décrite par mes sans paroles. Et là, c'est sa robe avec laquelle je l'ai accompagnée jusqu'au four où elle a été incinérée. Et je vous raconte de Maria Luisa. Pourquoi je vous raconte de Maria Luisa? À l'époque, j'étais prof à Berkeley et j'étais avec tous ces prix Nobel. Il y avait, je crois, 40 prix Nobel en circulation des physiciens. C'était les centres de la technologie mondiale. Et à l'époque, un qui avait étudié mathématiques, qui a été après avait fait des études d'ingénieur. Que peut savoir une qui a fait ses études comme ça des cancers? Et alors j'ai demandé au médecin, comment est-il possible que cette fille, qui est si pleine de vie, là il y a 2 ans à sa mort, qui est si pleine de vie, qui va bien, qui n'a pas de problème, comment est-il possible que vous savez déjà qu'elle va mourir dans peu de temps? Et un répond. Et on se demande, mais surtout, comment est-il possible qu'on est arrivé à ces points-là et que nous, on ne peut rien faire? Et la réponse a été une réponse qui m'a choquée pour mon ignorance extraordinaire sur les cancers. Il me répondait, on n'est pas arrivé à les découvrir en avance. On n'a pas de textes pour pouvoir découvrir en avance la majorité des cancers. Et comment on fait un cancer pour se développer jusqu'au point où il arrive à faire du mal? C'est 10-15 ans. Et nous, c'est possible que nous, on n'a pas des instruments pour découvrir dans ces processus de modification moléculaire, ces processus qui arrivent à développer les cancers. Et comment est-il possible que nous, on ne peut pas les découvrir? Alors, les médecins, ils m'ont répondu qu'il y a une hétérogénéité du cancer. Pas seulement entre différentes personnes, mais dans la même personne. Parce qu'à chaque moment du processus du développement du cancer, dans les métastases s'amplifient de plus en plus.
Et on se trouve avoir une centaine de cancers différents dans le même corps. Et on n'a pas les instruments pour arriver à tuer les cellules de cancer. Mais il faut trouver la médecine exacte pour le lieu exact, les médicaments exacts pour le lieu exact. Alors moi je disais, je comprends la difficulté, mais c'est surtout des problèmes techniques. Il faut trouver la façon juste pour amener les médicaments justes à la molécule qui en a besoin. Donc il faut découvrir quelque chose qui puisse amener les médicaments. C'était des idées Dix ans après, il y a cet article qui est apparu sur la première page d'un journal qui parlait justement du cancer et qui disait que le défi qui naît pour moi, le défi qui est né de l'histoire de Marie-Louise a été résumé dans la vision du développement des instruments nanotechnologiques. Là où je travaillais, il y avait plein de technologies qu'on pouvait utiliser, à mon avis, pour résoudre ces deux problèmes fondamentaux, c'est-à-dire trouver le mal au bon moment et ensuite amener le médicament au bon endroit. Et donc, j'ai décidé qu'on pourrait aider, utiliser cette nanotechnologie pour la médecine. Bon, après, j'ai eu la très grande chance de me marier à nouveau avec Paola. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a découvert que après peu de temps, elle attendait deux jumelles. Donc voilà, c'est incroyable. Et je dois dire qu'il y a certains instants où si on ouvre nos oreilles, on a vraiment l'impression que le Seigneur nous parle. Quand j'étais à l'échographie, on voyait deux têtes et il y a eu vraiment un moment de... J'ai eu vraiment un moment de bonheur et de dire merci, merci Seigneur. Paola, une très grande femme, que Dieu la bénisse, avait une carrière diplomatique dans les États-Unis et elle a décidé de venir s'occuper de nous. Elle est passée de 0 à 5 enfants en 11 mois. Donc vraiment une accélération exceptionnelle. Voici une image plus récente, la famille réunie à la NASA, à Houston. Et c'est quelque chose de différent par rapport à nos projets. Mais comme on disait tout à l'heure, la physique du cancer est vraiment inspirée à l'espace. Donc, à quoi servent les nanotechnologies? À trouver ce sont des technologies faites à la main qui permettent de trouver des choses très petites. Donc, si on veut voir les dimensions, comme vous avez vu tout à l'heure par la présentation de Pierotti, les protéines ont une grandeur de quelques nanomètres, d'un nanomètre. Et on arrive à utiliser
La nanotechnologie, quand on utilise, quand on arrive à faire, à combiner plusieurs petites nano-objets en les faisant devenir des choses plus grandes afin qu'on puisse mieux les étudier. Le type de nanotechnologie dont je m'occupe, c'est celui d'assembler des nano-objets justement afin que ça forme des objets plus grands. Parce que Einstein disait qu'il fallait faire une théorie plus simple, mais sans trop la simplifier, parce que sinon on perd tout. Donc mes nanotechnologies servent à faire des éléments plus grands. Mais la nanotechnologie existe déjà depuis plusieurs années dans le cancer. Il y a des nanotechnologies qui sont déjà utilisées depuis 10 ou 15 ans. Et avec l'évolution de la profession, l'image que je vous ai fait voir de Paula tout à l'heure, après ça, nous sommes partis en Ohio. Parce que je me suis rendu compte que pour réussir à faire quelque chose d'important en médecine, qui était désormais devenue la mission de ma vie, parce qu'il faut chercher, j'ai cherché à transformer l'énergie qui vient de la douleur en des choses utiles pour les autres. Il faut que la douleur se transforme en énergie utile pour les autres. Donc nous sommes allés en Ohio pour transformer cette douleur en entrant dans la médecine. Et donc, je suis arrivée dans cette université d'État et je suis rentrée comme professeure de médecine, ordinaire de médecine. Et donc, il faut préciser qu'il y a des passerelles entre les différentes facultés, entre les différentes branches très intéressantes. Donc, à un moment, j'étais professeure là-bas et je me suis dit, bon d'accord, je suis professeure de médecine intérieure, je fais des congrès, j'écris des choses, mais je ne sais rien, je sais certaines choses sur la branche spécifique que j'enseigne, mais de la médecine en général, je ne connais rien. Et donc j'ai fait le concours et j'ai commencé à étudier la médecine. Et ça a été un moment assez drôle parce que j'étais d'un côté professeur de médecine ordinaire et de l'autre côté j'étais étudiant. En même temps, j'étais étudiante de médecine. C'est quelque chose de très intéressant. En plus, il faut dire que tous les autres élèves auraient pu être mes enfants parce que j'ai commencé à étudier à 43 ans. Donc d'abord en Amérique, il faut se diplômer. Après, on étudiait la médecine. Mon grand projet, c'était de faire tous les examens comme je l'ai fait et ensuite de prendre une année sabbatique parce que en parallèle, j'étais en train de travailler, en train d'enseigner. J'aurais voulu prendre un an sabbatique pour pouvoir faire un peu de pratique. Mais ce monsieur, Andy Moneschenbach, m'a appelé. Ça se voit pas, mais il a des origines italiennes. Il était directeur du plus grand laboratoire de recherche sur le cancer. Et puis il est devenu directeur de l'FDA.
Et donc, il m'appelle. Enfin, j'ai eu son coup de fil et j'ai dit, oh là là, j'ai dû me tromper de parking. Et il m'appelle pour que je déplace ma voiture. Mais non, il m'a appelé, il me dit, écoute, on a entendu parler de la nanotechnologie, on voudrait savoir si ça peut être intéressant pour nous aussi. Donc, je me suis présentée et j'ai passé 2 ans au service fédéral pour, pour pouvoir introduire dans la médecine aux États-Unis la nanotechnologie. Et maintenant, il y a même l'Ehud dont je parlais avant, qui travaille grâce aux nanotechnologies. Et donc j'ai dû vraiment faire le choix entre ce que je voulais faire, c'est-à-dire étudier la médecine, etc., ou je me suis trouvée face à ce choix, donc soit continuer la médecine et mon projet tel que je voulais le faire, soit servir la communauté. Donc vous pouvez bien imaginer que j'ai voulu aider la communauté. Ça, c'est le groupe auquel je devais me référer. Moi, je devais écrire le programme fédéral, eux, ils me le corrigeaient et je devais ensuite le recorriger. Donc, si vous regardez ce groupe, ils ont presque tous reçu le prix Nobel. Il y a Watson, il y a Benson qui n'a pas encore gagné le prix Nobel, mais il est à deux doigts de le gagner. Donc c'est vraiment un très grand privilège de travailler avec eux. Donc ça c'est mon parcours personnel. Après que j'ai fini le travail fédéral, je suis retournée au Texas. Je suis allée au Texas. Ça a été une expérience très belle et maintenant je regrette de devoir les quitter. Et on a créé le premier département mondial de nanotechnologie à l'intérieur d'une fac de médecine. Nos élèves ont un projet de 4 ans sur la nanotechnologie, nanomédecine. Bon, ça c'est des articles d'un magazine qui a célébré cette inauguration. Une autre chose, c'est que les 3 premiers prix Nobel de la nanotechnologie ont été gagnés à Houston. Donc il y a ce monsieur que vous voyez sur la photo. Et c'est la personne qui s'est rendue compte qui a voulu créer une alliance multinationale pour faire avancer la nanotechnologie et la médecine ensemble. Et ensuite, il m'a invité, il m'a demandé de devenir le président de cette alliance et du coup, je suis allée à Houston. Bon, permettez-moi d'enlever ma veste 2 minutes. Donc, il y a 4 composantes de la présentation de la médecine. Ces 4 composantes passent à travers les nanotechnologies. Les nanotechnologies sont nécessaires, non pas suffisantes, mais nécessaires parce que on a besoin aussi de la médecine moléculaire.
Donc, pour activer le processus de guérison, ils font donc d'abord trouver la cellule cancérigène et ensuite réussir à porter la médication là où il y a besoin. Si vous voulez, nous en reparlerons plus tard. Une de mes idées principales, c'était que l'état de salut, de santé, l'état de santé est dans les molécules produites par les informations contenues dans les gènes, c'est-à-dire par les protéines en grande partie. Il y a énormément de protéines, il y a 35 000 gènes environ, mais il y a plus d'1 million de protéines pour chaque gène. Donc quand on va faire une analyse de sang, c'est déjà quelque chose de très difficile parce qu'il y a une complexité de messages moléculaires qui ont une concentration très différente. Des concentrations qui peuvent aller très différentes, qui peuvent aller même à 10 puissance 15 de concentration, d'une échelle de 10 puissance 15 de concentration différente. Et donc, ce n'est jamais la protéine toute seule qui agit. C'est pas qu'on voit une protéine bleue, on dit ah voilà, elle est cancérigène. C'est une série de combinaisons qu'il faut étudier. Et les technologies pour arriver à obtenir cette information, on a besoin de la nanotechnologie, de technologies très complexes. Donc, on a dit aussi qu'on peut avoir le même génome, mais de différents prénoms leur donnent des caractéristiques différentes. Et quand ils ont développé les premiers microarrays, c'est les spots que Marc nous a montré tout à l'heure. Ils sont grands environ 100 micromètres. Très petits. Moi, je peux faire des choses à 10 micromètres avec mes mains. Donc, nous avons développé ces nanotraps qui servent à extraire des informations pour voir, grâce à une certaine technologie chimique, la concentration de ces lieux. Donc l'important c'est de voir ces choses. Ce sont des superficies qui sont condensées de manière différente. Et les différentes caractéristiques de ces superficies permettent de capturer physiquement une certaine population, un certain échantillon de population. Une autre chose qu'on a découvert, alors ce sont des sous-patients dont on a analysé le sang, et ces analyses permettent de classifier sans besoin d'autres analyses les zones qui pourraient développer un cancer et les zones où les zones qui pourraient développer un cancer non soignable. Alors, quand on détecte ça, il faut qu'on commence à soigner la personne. Il faut les observer pour pas que le cancer se développe. Et si on voit que le point rouge devient jaune ensuite bleu, ça veut dire que la thérapie est en train de fonctionner, de marcher. Donc deuxième conseil,
concept, si la maladie malheureusement se développe et commence à devenir un risque, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire grâce à la nanotechnologie. Donc il y a déjà beaucoup de nanomédicaments dans le commerce qui se basent sur le fait que les groupes sanguins, les vaisseaux sanguins sont atteints d'une tumeur sont légèrement différents d'un vaisseau sanguin normal. Donc, il y a des trous où rentrent des petites balles. Enfin, le vaisseau sanguin cancérigène est caractérisé par des trous. Et donc, si nous arrivons à créer des petites balles assez petites, pardon, on peut les envoyer dans les trous. Et ensuite, il y a une autre substance qui s'appelle PEG, qui aide la cellule à se défendre de l'agression de parasites externes. Et PEG permet permet aux petites balles de rester intactes en circulation dans la cellule un peu plus longtemps et de trouver donc les trous dans le vaisseau. En résumant de façon brève l'état actuel des nanotechnologies dans le monde, ces choses que je les appelle de première génération, c'est-à-dire ce sont des technologies qui existent déjà depuis plusieurs années et qu'on trouve dans les cliniques. Et puis il y a environ le 90% de la technologie qui est face à cette deuxième génération, c'est-à-dire qui peut s'occuper de différentes particules. Parce qu'il y a des particules qui peuvent être activées par l'extérieur. Une fois qu'elles ont trouvé la tumeur, on peut les activer depuis l'extérieur et elles tuent le cancer. Donc, de cette deuxième génération, il y en a une vingtaine dans le monde. Une vingtaine de centres de recherche. Moi, je voudrais retourner à l'analogie de tout à l'heure, c'est-à-dire la vie qui est faite de choses microscopiques et qui, ensemble, forment quelque chose de plus grand. Donc, c'est comme ça que moi, je m'intéresse à la troisième génération. Je veux faire la troisième génération. Pourquoi? Parce qu'on disait tout à l'heure que le corps a ses barrières défensives. Mais il y a des barrières. Non. Il y a des barrières. Donc, le corps a ses barrières. Et pour réussir à soigner un cancer, il faut réussir à pénétrer ces barrières. Il faut ouvrir toutes les portes. Il ne suffit pas d'ouvrir seulement la première, mais arriver jusqu'à la 10e porte et ouvrir toutes ces barrières. Ça, c'est un problème physique. Et donc, le problème, c'est de trouver des conteneurs, des taxis qui puissent ouvrir toutes les barrières en même moment. Et donc, on s'est inspiré à nos amis astronautes qui sont arrivés jusqu'à la Lune, non pas avec un boulet de canon, mais grâce à des instruments différents. Et donc, nous avons fait la même chose. Nous avons fait des médicaments anti-cancer qui doivent subir plusieurs étapes.
Donc là, d'abord, il crée tout d'abord des trous dans les barrières pour pénétrer. Et ensuite, il arrive à pénétrer dans la cellule et arriver à l'endroit exact. Ces petites particules sont dessinées comme des petites navettes spatiales. Et maintenant, nous sommes engagés dans un programme de plusieurs années avec des mathématiciens italiens qui ont découvert les lois du mouvement des transports en découvrant que la formule idéale, il n'y a pas de forme idéale. La forme idéale doit être personnalisée. Mais ce que nous savons tout à fait, c'est que la forme sphérique est la pire qui soit. Et donc, il n'y a pas de formule qui va bien pour tout le monde, ni de médicament qui va bien pour tous. Donc, comment faisons-nous à savoir quel médicament va bien pour quel patient? Donc, on a travaillé avec les plus grands radiologues du monde qui ont développé des technologies qui nous permettent d'aller analyser des vaisseaux sanguins jusqu'à son plus petit aspect, son plus petit filament. Et cette technologie nous permet de développer le médicament idéal pour cette lésion en particulier. Et donc après, le mathématicien arrive et nous dit, voilà, nous on a besoin de cette formule précise. Et elle doit être grande, environ 150 nanomètres par exemple. Bon, ça c'est pas très facile parce que la plus grande partie des nanotechnologies se réfère à des principes de la chimie qui doit assembler des éléments différents et qu'on secoue ensemble et après ça donne des particules, mais des particules qui sont rondes la plupart du temps. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, nous avons utilisé la lithographie. On a développé, on a trouvé une façon de les faire avec des nanopores, de façon à ce qu'une fois qu'on ait injecté ces particules dans le corps, elles se diluent toutes seules. Donc avant, je vous ai montré des photos de la famille. Maintenant, voilà, des autres photos de la famille. Ça, c'est des particules qui sont en train de lutter avec une particule contaminée. Donc, dans mon groupe de recherche, nous sommes environ 120-130 personnes et la plus grande sous-partie, dont une grande partie sont des biologues. Donc, comme disait le professeur Pierrot tout à l'heure, nous avons le grand rêve de dire voilà, maintenant je veux arriver dans des parties différentes de la cellule. Donc, arriver à soigner en divisant la cellule, des parties bien précises de la cellule. Donc ça nous permet, j'ai envie de mettre notre médicament dans une partie précise de la cellule, par exemple dans le cytoplasme ou bien dans les chromosomes. Marco, regarde bien. Maintenant,
j'ai la capacité non seulement de personnaliser la cellule, mais, mais je peux dire à une cellule de communiquer avec la cellule d'à côté les informations que je lui ai données. Et pour résumer, ça c'est un documentaire fait par la télévision française. Voilà. Donc là, on traverse. C'est une cellule cancérigène. Et voilà le nanotechnologie qui permet de rentrer dans la cellule et de laisser les médicaments. Voilà un article important qui est sorti il y a 2 mois. Il dit: nous arrivons à relâcher des images Syria qui nous permettent de contrôler des mécaniques logiques présentes dans l'ADN, l'interaction des protéines, l'expansion des parcours des molécules. Ce sont des médicaments très précis. Mais le problème, c'est que dans notre sang, nous avons des éléments qui nous protègent de ces médicaments. Bon, si vous n'avez pas aimé le film, le documentaire français, voilà un autre film. Donc, il y a cet élément vert, fluo, sont les éléments sanguins d'un rat. Donc nous voyons que les particules rouges sont grandes de 600 nanomètres, les bleus 1000 nanomètres. On peut extraire des informations qu'ensuite nous donnons aux projeteurs de ces radios et qui après peut les affiner encore pour être encore plus précise. Donc ça, c'est vraiment une technologie dont nous sommes les seuls à disposer. Voilà un peu de revues qui ont parlé des nanotechnologies ces derniers mois. Je parlais tout à l'heure de la NASA. Donc un autre aspect de la NASA. Il y a quelques mois, la NASA est venue nous voir et nous a dit... nous avons pris l'engagement avec le gouvernement fédéral d'apporter des astronautes sur Mars avant 2020. Bon, arriver sur Mars, c'est pas très difficile. Le problème, c'est d'apporter des gens vivants sur Mars, vivants, et qu'ils puissent retourner. C'est 12 mois pour y aller, 12 mois pour revenir. Faut attendre le moment bien pour la coïncidence des planètes. Et donc, ils nous disent... Mars, sur Mars, il n'y a pas de... Sur Mars, il n'y a pas de vie humaine, donc il y a un peu de problèmes sérieux, comme par exemple tous les problèmes psychologiques qui peuvent intervenir, etc. Ils nous ont dit, donc on a besoin de faire des glandes humaines, des glandes qui peuvent servir pour la vie humaine et qu'on doit apporter dans l'espace. Et donc, on a créé des médicaments qui vont sous la peau. Ils sont faits, il y a des nanotubes, des tubes d'une dimension de
qui ont un diamètre de quelques nanomètres. Les lois des transports dans ces tubes de dimension microscopique sont des lois différentes que celles que nous avons étudiées à l'école. Ils font référence à une physique différente. C'est une physique compliquée. Et elle fait référence à des principes physiques très compliqués. Et j'ai dit à deux étudiants, faudrait faire une expédition dans l'espace pour aller voir, pour connaître un peu mieux les lois physiques qu'on doit utiliser. Et donc, eux, ils sont allés demander, ils ont participé à un concours avec la NASA. Et donc, le 1er janvier, nous allons aller dans l'espace pour rechercher ce dont nous avons besoin. Mais la chose qui est importante, c'est que la science qui naît de cette expérience nous permet de contrôler le fait de relâcher les cellules et nous permet d'étudier la loi qui va contrôler la façon dont on doit relâcher les molécules dans le sang, dans l'espace. Et il faut dire aussi que le fait de pouvoir intégrer une médecine sous la peau est d'un avantage extraordinaire. Et il ne faut pas penser que que la nanomédecine est une ressource qui va qui peut être utilisable que dans les pays riches. Parce que en réalité, ce n'est pas très cher. Nous avons d'habitude, nous pensons qu'on offre un peu de nos médicaments aux pays plus pauvres. Mais ce que nous avons pensé, c'est qu'on peut partir on a voulu construire des machines qui nous permettent d'économiser. Par exemple, on a un de nos chercheurs qui ont développé ce petit papier qui permet de découvrir si l'eau est contaminée ou pas. Et on a juste besoin d'un bout de papier. Donc, les nanotechnologies servent aussi à économiser et on essaie vraiment de partir de matériaux de base qui peuvent être utilisables de partout. Donc ça, c'est ceux qui nous ont aidés, tous nos sponsors. La technologie n'avance pas toute seule. Mais c'est un projet de commercialisation. Et donc, ce sont 3 agences avec lesquelles nous travaillons. Voilà les chips qu'on peut mettre sous la peau, sous-cutanée. Voilà tous les sponsors. Et ça, c'est une petite partie de mon groupe. Il y a beaucoup d'Italiens. On a énormément de disciplines différentes. Et voilà, je voudrais conclure en revenant à Maria Luisa. Alors, bien évidemment,
comme vous avez eu la patience d'écouter mon parcours personnel, quand la tragédie de Maria Luisa s'est passée, je m'occupais de théorèmes dont personne ne s'occupait, de cosmologie. Et avec cette tragédie, ça a remarqué vraiment un moment de changement, de tournure. Mais quand on décide d'aller travailler avec la médecine, souvent on se rend compte que ça part d'un désir personnel. Et pour moi, cette tragédie a été un appel. Un appel à travers lequel qui est passé à travers une grande douleur. Et la douleur, comme vous le savez bien, est un grand mystère, comme la mort d'ailleurs. La mort aussi est un grand mystère. Étant donné que je ne suis pas théologue, je pense que Saint François disait, parlait de la mort en disant ma sœur la mort. Moi, j'ai envie de dire ma sœur douleur ma sœur. Parce que la douleur ouvre les yeux, comme dit Flannery O'Connor, dont il y a une exposition ici. Il y a cette image très belle qu'on m'a racontée hier, qu'elle dit de la même façon dont quand on passe d'une chambre obscure, noire, à une chambre pleine de lumière, on a mal aux yeux, mais après on voit plus. Il y a la lumière, on voit les choses qui sont autour, on sent la chaleur. Je pense que la douleur est une façon de communiquer avec le Seigneur et qui nous permet de connaître notre mission. Donc, ma sœur douleur, c'est quelque chose d'engageant. Mais je pense que notre mission, s'il y a une façon de pouvoir se regarder avec un peu plus de tranquillité dans un miroir le matin, c'est de dire que ces messages douloureux qui me sont arrivés, je fais tout avec mes forces de les traduire en un bien pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont autour de moi. Et donc cet effort, les instruments qui permettent de transformer cette douleur en énergie utile, ce sont les dons, les talents que le Seigneur a donnés à chacun de nous. Et ce sont vraiment des dons. Et je pense que un message douloureux nous aide à reconnaître que ce sont des dons du Seigneur et qu'ils doivent lui revenir.
merci. Il n'y a rien d'autre à ajouter face à une personne qui nous ouvre son cœur, comme tu as fait avec nous aujourd'hui. Et nous aussi, on se met avec toi pour remercier le Seigneur, parce que cela, c'est vraiment un don afin que la douleur se transforme en remerciement. Donc, merci encore. Tanto grazie, sono commosissimo. Mi sono dimenticato. Merci parce que je suis vraiment émue. Hein. J'ai oublié de dire une chose. Simon de Cyrène, je l'avais mis dans les titres et puis j'ai plus expliqué pourquoi. Simon de Cyrène, lui, il était le peuple de Cyrène, il n'était même pas de Jérusalem, il était là. Il passait là, il a vu tous ces gens, il s'est demandé qu'est-ce qui se passe, je veux voir. Et il savait, nous tous, nous savons que c'était les chemins de croix du Seigneur. Et nous tous, nous savons qu'un soldat lui a appelé Simon, il lui a dit, viens là, prends la croix et porte la croix pour un petit bout de chemin. Et Simon, il était là, il n'avait rien à voir avec cette situation, il s'est dit, mais pourquoi moi, en fait Il n'a pas dit pourquoi moi, il n'a pas dit, j'ai d'autres choses à faire. Mais il a fait quoi? Il a pris la croix et il l'a portée. Il était là au hasard, mais il l'a fait. Et là, c'est parce que beaucoup de choses de la vie, elle advient au hasard. Il n'a pas dit, moi, je n'ai pas fait ça, je ne suis pas spécialiste en ça. Mais c'est vraiment un appel. Moi, je l'ai vu sur ma vie. Ça a été un appel. Donc, il m'a appelé. Je suis là. Et c'est pour ça que j'aime bien Simon de Cyrène. Mauro, Pasquale